Elle a conduit des millions de personnes dans les rues de toute la France. La réforme des retraites, c'est le dossier explosif de ce début d'année. Incontournable dans la contestation, les femmes. La retraite dresse le bilan d'une carrière. L'aboutissement d'une vie d'inégalité, la retraite des femmes est 40% inférieure à celle des hommes. Mais alors, l'histoire est-elle écrite à l'avance pour les Françaises? Quand les dés sont-ils jetés? Oui, je te connais. Comment ça va, ma belle? Salut Jean-François. Bon, on va boire un coup. Pousse. Ces trois grand-mères marseillaises vivent en dessous du seuil de pauvreté, comme une retraitée sur 10. Un petit calcul tout bête. Au 1er août 2006, 539 € par mois, tout compris. Ça te fait combien en tout à toi? Ça doit faire dans les 800 €. C'est pareil, j'ai 900 € par mois, j'ai tout à payer, il me reste à la sortie, j'ai marqué, combien il me reste? 400 € pour vivre, pour le mois. Je savais pas que c'était une cressonnière ici avant. Le résultat d'une carrière interrompue. Moi, je me suis mariée, et mon mari ne voulait pas que je travaille. Donc, on a eu un gamin, et il voulait que je l'élève, donc moi, ça m'intéressait, quoi, je veux dire. Oui. En plus, j'avais pas trop de qualifications, donc je travaillais dans une usine de chaussures avant. Et quand mon fils il s'est marié, il m'a dit, bon, maintenant, je me casse. J'ai élevé mon fils, notre fils. Maintenant, je m'en vais parce que je vais vivre, je veux danser, je veux... Ah ouais. Voilà. Et ben alors, j'ai été demander le RSA, je vous dis pas... Voilà, arrête. Non, mais c'est la honte. Oui. Je m'en remets pas encore. Pour s'en sortir, Martine fait encore du repassage à domicile à 72 ans, malgré une maladie respiratoire. Et quand ça ne suffit pas, son fils l'aide parfois, discrètement. Bon, des fois, il voit que il ouvre le frigidaire, il voit qu'il n'y a rien de trop. Il va faire les courses, il me les amène, quoi. Je veux dire, bon. C'est gênant, quoi, hein, parce que ça serait plutôt à moi de l'aider que lui. Martine a pourtant fait des ménages chez des particuliers jusqu'à 6 heures par jour pendant des décennies. Du travail non déclaré, pas pris en compte pour la retraite. On ne pense pas, quand on est jeune, qu'on a 25 ans, 30 ans, on ne va pas penser à la retraite, hein, malheureusement. Hein. Parce que c'est bon, c'est pas les aléas de la vie, ça vous tombe dessus du jour au lendemain, quoi, je veux dire. Hein. On est dans le même contexte, tout, hein, donc il y en avait beaucoup qui travaillaient au noir. Les maris allaient bosser, nous on s'occupait de nos enfants. C'était la logique, quoi, je veux dire. Dans les coulisses. Actuellement, davantage de femmes occupent des emplois déclarés. Mais leurs revenus, puis leur retraite, sont toujours pénalisés par le travail domestique. 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Le grand classique, ne pas travailler le mercredi pour s'occuper des enfants qui n'ont pas école ce jour-là. Alexandra est dans ce cas. Elle est auxiliaire puéricultrice. Son métier, c'est de prendre soin des bébés du personnel de l'hôpital. Et quand elle sort de la crèche, pas le temps de traîner. Il faut vite rentrer à la maison. La deuxième journée, c'est une deuxième journée de travail qui commence, s'occuper des enfants, ménage, nourriture, le linge, tout ce que les femmes font au quotidien, en fait. Lorina, je vais chercher Léana à l'école, j'arrive. Alexandra s'est mise à temps partiel à la naissance de sa deuxième fille, Léana. Son mari, lui, est resté à plein temps. Salut ma chérie, ça va? Cette situation temporaire s'est finalement prolongée dans le temps, quand quelques années plus tard, un handicap a été diagnostiqué chez sa fille cadette. On fait les devoirs à Ileana et... Vas-y ma chérie. Impossible de la prendre en charge correctement en travaillant à temps plein. D'abord et les devoirs après. Les femmes représentent la grande majorité des aidants familiaux. C'était une obligation
Parce que entre les pédopsychiatres, les psychomotriciennes, les orthoptistes, les orthophonistes, tous ces rendez-vous, il faut pouvoir les caler. Le temps partiel, aujourd'hui, si je ne l'avais pas, ce serait très compliqué parce que le mercredi, c'est là où je profite pour caler tous mes rendez-vous, mais c'est à la demi-heure près, quoi. Je vais mettre ma tasse dans le lave-vaisselle. Avec 20 ans d'ancienneté, cette auxiliaire puéricultrice gagne 1 700 € par mois. Les métiers de soins et de service à la personne sont en majorité exercés par des femmes et ils ne sont pas les mieux rémunérés. Alexandra ne s'attend pas à une retraite dorée. Je ne sais pas ce que j'aurai en fait. J'ai même pas fait la simulation, j'ai rien fait du tout parce que je me dis ça va me déprimer plutôt qu'autre chose. Lorena, tu descends, on y va, on va aller chercher ton bulletin. Je t'attends, à tout de suite. La mère de famille ne regrette pas le temps consacré à ses enfants. Et on repart. Elle conseille quand même à ses filles de choisir un métier mieux payé que le sien. Donc on va prendre un moment tous ensemble. Mais les petites Françaises auront-elles vraiment une carrière différente de celle de leur mère et de leur grand-mère? D'un côté, il y a les garçons, d'un côté, il y a les filles. Vous allez y réfléchir et puis vous allez écrire les métiers que peuvent faire les filles. Honneur aux filles. Allez. Pâtissière. D'accord. La vaisselle. La vaisselle. Femme de ménage. Femme de ménage. Pilote d'avion. Pilote d'avion. T'avais pas écrit quelque chose avant? Oui, que les filles pouvaient faire tous les métiers. Ouais. Tous les métiers. Estelle Mauger est professeure des écoles dans cette banlieue populaire de Dijon. Elle essaye d'ouvrir le champ des possibles pour ses petites élèves de CE2. Celui qui était astronaute, Thomas Pesquet, vous vous rappelez, on en avait parlé, c'est une femme qui l'a remplacé. En fait, vous vous êtes fait des fausses images sur ce que pouvaient faire donc les hommes et les femmes. On appelle ça des stéréotypes, en fait. On se fait des fausses idées. On a bien vu que quelques élèves, justement, avaient précisé que voilà, les métiers, c'était pour tout le monde, que ce soit fille, garçon, on avait le droit de choisir. Mais est-ce que ça va vraiment se passer dans leur vie d'adulte? Quels choix elles vont faire, en fait? Qu'est-ce qui va se passer réellement pour elles? Il y a une différence entre la théorie et la pratique, exactement, oui. Parce que dire, ce n'est pas faire, forcément. Et elles vont se heurter parfois à des obligations autres, telles que la famille. Voilà. Qui c'est qui va s'occuper des enfants? L'atelier de ce matin, parce que... En théorie, les petites filles ont pourtant un atout. Dans cette classe, comme dans la moyenne nationale, elles sont meilleures élèves que les garçons. Alors, elles visent même la perfection pour satisfaire les figures d'autorité. Et on va faire... On remarque justement au niveau des classes que les filles, elles sont toujours dans le faire plaisir. Elles aiment bien travailler pour la maîtresse ou pour la maman ou pour le papa, contrairement aux garçons qui seraient plus égoïstes, je le mets entre guillemets, mais c'est vrai qu'ils pensent moins ça, à me faire plaisir. Eux, ils travaillent rien que pour eux. C'est quelque chose qu'on remarque quotidiennement. Et c'est vraiment un clivage entre les filles et les garçons. Allez, on se range là-bas. Le syndrome de la bonne élève devient un frein une fois arrivé sur le marché du travail. Dans l'entreprise, les filles, devenues femmes, cherchent encore à aller dans le sens de leur supérieur hiérarchique, quitte à perdre de vue leur intérêt financier. Mère célibataire, Carole lutte contre ce syndrome de la bonne élève depuis son entrée dans la banque à l'âge de 19 ans. À plusieurs reprises, elle ose négocier son salaire, mais pas autant qu'elle le pourrait, rattrapée par la peur de décevoir. Peur de passer pour l'enquiquineuse, on va dire, qui réclame, qui se plaint et qui a besoin de rentrer en conflit en fait, avec son employeur ou son manager pour obtenir gain de cause. Il y a quelques mois, après 20 ans de carrière, Carole s'apprête à prendre un nouvel emploi. Comment vas-tu? Elle décide alors de faire appel à une coach salariale. Moi aussi. Insa Felassini prépare les femmes à négocier leur rémunération.
charge émotionnelle liée aux discussions autour de l'argent. Carole, elle est arrivée avec une idée de sa valeur qui était très en dessous de ce qu'elle méritait et du juste prix de ses qualifications, de ses compétences, de son expérience. Et ça, c'est très symptomatique des femmes. Si tu te rappelles bien, avec des éléments factuels, tu m'avais aidé à déterminer une fourchette que j'ai trouvée assez élevée. Oui, trop élevée même. Ça montrait bien qu'il y avait quand même ce problème de est-ce que je vaux cette rémunération-là, même si je la vaux, est-ce que je vais oser le vocaliser? Mais après, il faut l'assumer, la reconnaître et vraiment se dire oui, c'est ça. Et même une fois qu'on a dit oui, il faut que j'aille le dire, il faut que je supporte la réaction en face de la personne qui va peut-être écarquiller les yeux. Les entreprises, je pense qu'il faut qu'elles décident de payer les femmes tout simplement. Au lieu d'attribuer des budgets colossaux pour faire sa communication interne et faire du pinkwashing ou de la communication externe, eh ben, allouons ce budget-là pour résorber les inégalités salariales. La moyenne générale des femmes que je coach, elles obtiennent 20% d'augmente ou elles font un gap de salaire de 20%, mais il y en a beaucoup qui font 50, 60. Vous vous rendez compte? Ça veut dire depuis combien de temps elles sont sous-payées? Bon, bah high five, hein. Santé, ouais. Au final, Carole sera embauchée à un salaire 20% plus élevé que celui qu'elle envisageait au départ. En moyenne, les Françaises gagnent 16% de moins que les Français. Quelques dizaines, centaines ou milliers d'euros d'écart sur la fiche de paye, multipliés par les années de carrière, la différence finit par peser lourd, une fois arrivée à la retraite.